Effectivement, la question qui nous a été posée, c'est celle de réfléchir à nos déontologies croisées, mais surtout nos déontologies tout court, quand on les met avec le filtre de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je suis donc Lady Déonto ce matin en tant qu'ancien bâtonnier du baronnement. Avant de parler d'intelligence artificielle, pour les ordres, d'une manière générale, il fallait d'abord se poser la question d'avoir des outils numériques. Parce que si on n'a pas d'outils, on ne peut évidemment pas aller commencer à parler d'intelligence artificielle. Donc en ce qui concerne la profession d'avocat, ça a commencé par un logiciel métier qui s'appelle Barotech, et qui est un logiciel qui a été réfléchi par les ordres, qui a été créé par les ordres, qui continue d'ailleurs aujourd'hui à être piloté par les ordres, et qui vise à permettre la gestion de l'ordre, à la fois d'un point de vue, on va dire, purement administratif, gestion du tableau, les inscriptions, mais également d'un autre point de vue qui est celui de... on a besoin de missions régaliennes, enfin il faut les assurer, et ces missions régaliennes, si on n'a pas un outil qui va nous permettre de les assumer, on va évidemment rencontrer une difficulté. Les missions régaliennes pour les avocats, c'est assez simple, hein, c'est la gestion des conflits, parce qu'il paraît qu'on en gère un certain nombre pour nos clients, mais également entre nous. La gestion également de tout ce que sont nos obligations, obligations de formation, etc. Bref, ces missions-là qui sont des missions qui ont vocation à être assurées par l'ordre avec un outil. Et parce que cet outil, on le développe nous, ça va nous permettre de l'adapter complètement à nos besoins. Je vais un petit peu plus loin dans ma réflexion. Un ordre, ça doit aussi être bienveillant. Bienveillant à l'égard des confrères, et c'est à ce moment-là que les outils qui sont mis en place, grâce à l'intelligence artificielle qu'on va développer une fois qu'on a la base, eh bien, ça va nous permettre de détecter les signaux faibles de confrères qui vont rencontrer un certain nombre de difficultés. Et ces signaux faibles sont les signaux que l'intelligence artificielle va nous permettre d'identifier. Un confrère qui ne va pas, je vais être un peu trivial, mais un confrère qui va commencer à ne pas pouvoir régler ses cotisations ordinales, c'est évidemment un signal faible, et c'est quelque chose que l'outil et donc l'intelligence qu'on va y associer va permettre de faire. Cet outil de Barotech dont je vous parlais à l'instant, nous sommes en gros 75 000 avocats en France pour faire court, il y en a à peu près la moitié à Paris, et il y a 70 ordres qui sont aujourd'hui équipés de l'outil, un peu plus 70, 72 je crois, et cela regroupe sur les 35 000 avocats hors Paris, 31 000 avocats. Donc c'est aujourd'hui un outil qui est complètement implanté et qui permet effectivement de répondre. Et qui a cette vocation, parce qu'il est géré par les ordres et pas par notre représentation nationale, de s'adapter aux besoins qui sont nos besoins permanents. Normalement, il y avait des diapos, mais c'est pas très grave. Il faut que je les fasse tourner, c'est ça? Bon, ben voilà, on va faire ça comme ça, vous voyez? Oh, trop bien! Vous voyez, alors ça c'est mon intelligence, elle n'est pas du tout au niveau de l'IA. Eh bien oui, appuyez sur le bouton, merci. Sur les... donc ça, je vous en ai parlé, sur notamment les développements. Le deuxième sujet déontologique, c'est celui des questions que les avocats se posent, et ils s'en posent souvent, parfois un peu trop, sur les réponses déontologiques à apporter à une situation ou à une autre. Et là, l'outil qui a été mis en œuvre, et l'outil qui est en phase de développement, mais développement déjà bien avancé, c'est celui d'avoir un petit chatbot qui va permettre de répondre aux questions déontologiques simples. Mais ça, évidemment, que ça passe pour la réponse par une gestion de la source. Parce que si on va demander au bâtonnier Google d'apporter une réponse, je ne suis pas certain que la réponse soit effectivement conforme au règlement intérieur national. Donc, le chatbot qui a été mis en place, qui est accessible toujours avec ce portail, permet aux avocats qui le veulent d'avoir une réponse simple à une question déontologique qui aujourd'hui reste une question déontologique simple parce que l'intelligence artificielle, elle a besoin de se nourrir pour être, on va dire, plus performante. Et puis sans doute qu'il y aura une limite et que de toute façon l'outil ne permettra pas de répondre à des questions trop complexes. Mais on a mis en place, toujours avec cet outil, comme je le disais à l'instant, des bases qui sont des bases identifiées
des bases vérifiées, et ça va donc répondre à notre besoin de questions déontologiques simples. Vous assurez que quand on a ici les clés du camion, pour reprendre mon expression préférée, et qu'on doit répondre à des questions déontologiques, quelquefois on se dit, ils auraient trouvé un bouquin, bon, et donc, au lieu de nous interroger, que nous perdions, nous, bâtonniers du temps, je le dis avec, on va dire, le caractère direct de mes propos habituels, eh bien, ils peuvent interroger un outil, parce que sur des questions simples, véritablement, c'est possible. Mais à la condition que la source soit évidemment une source totalement maîtrisée. L'autre question, c'est celui, en ce qui nous concerne, là plutôt vu avocat et plus vu seulement d'un côté ordinal, c'est celui de l'IA et du secret professionnel. Le secret professionnel, c'est l'une des forces de ce qu'est notre métier. Nous sommes plusieurs professions à faire du droit, ce n'est pas le sujet. En revanche, nous avons un secret professionnel qui est chevillé à notre pratique quotidienne et auquel, évidemment, nous ne voulons pas, je le dis comme ça, et ne pouvons pas déroger. Ce secret professionnel, il est absolu. Ce qu'on nous dit ne reste que dans le creux de notre oreille, sauf évidemment le droit que nous donne le client d'aller exposer sa position, bien sûr. Et donc là, ce sont les outils d'intelligence artificielle qu'il faut mettre en perspective avec cette notion de secret professionnel. On se pose déjà la question de mais où sont nos données quand on utilise un logiciel métier, où sont nos données, est-ce qu'elles sont sécurisées en France, est-ce qu'elles sont en Europe, est-ce qu'elles sont ailleurs? C'est déjà un vrai sujet, mais s'agissant évidemment de l'intelligence artificielle, c'est encore plus. Parce que, imaginons que je rentre l'histoire de Madame Michu et que je demande à Google de me sortir des conclusions pour aller convaincre le tribunal, je mets des données où? Et là, je mets toutes les données, y compris celles qui m'ont été confiées, évidemment, dans le cadre du secret professionnel et que Madame Michu n'avait peut-être pas envie que je diffuse. Donc, cette notion-là est une notion qui, pour moi, est véritablement essentielle dans la pratique que nous devons avoir déontologiquement de l'intelligence artificielle. Ce sont donc des données qu'il nous faut absolument sécuriser. Et parce que nous avons une représentation nationale, le Conseil national des barreaux est une structure qui réfléchit à notre place. Alors, il paraît qu'on en fait partie aussi, et qu'on peut nourrir la réflexion. Mais le Conseil national a mis en œuvre au premier trimestre 2025 une grande consultation. Grande consultation sur l'avenir de la profession de manière générale, sur un certain nombre de sujets. Mais cette grande consultation, elle portait également, évidemment, sur les outils d'intelligence artificielle. Parce que si nous ne nous posons pas la question et si nous n'accompagnons pas les confrères, pour certains, je ne parle pas pour le confrère qui intervenait tout à l'heure comme un Candide, mais je viens en revanche dire, il va bien falloir que nous accompagnions les confrères sur cette appropriation de l'outil. Sinon, on va avoir deux salles, deux ambiances. Des confrères qui s'y seront mis et d'autres qui ne s'y seront pas mis. Donc le CNB a mis en place des formations, il y en a en ce moment, qui ont le mérite d'être gratuites, outre le fait qu'elles sont pertinentes, mais justement pour s'approprier l'outil et savoir ce qu'est un prompt et ce qu'on en fait et comment on va aller l'utiliser. Et puis, les questions qui se posent sont également des questions sur va-t-on, et pour les avocats, vous retrouverez ça sur la documentation du CNB, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va aller créer une charte, alors une de plus peut-être, mais néanmoins une charte, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quand on dit une charte, est-ce que nous serions obligés d'aller dire à nos clients qu'on utilise l'intelligence artificielle pour travailler leur dossier? Est-ce que cette transparence dans l'information qu'on va aller donner aux clients est une transparence qui doit aller jusque-là ou pas? En tout cas, c'est une réflexion que la profession doit mener, parce que sans doute que cette transparence s'impose, mais il n'empêche qu'il faut d'abord se poser la question avant d'apporter la réponse. Donc ça, c'est l'un des éléments que notre organisation nationale, le CNB, pose. Et enfin, ce sont des outils qui sont des outils qui vont aussi nous imposer de réfléchir à la notion du périmètre du droit. Puisque l'intelligence artificielle est censée faire le travail le même que le nôtre, aussi bien, voire mieux, et plus vite, et qu'il n'y a pas besoin de connaissances de base pour le faire, bien finalement, quelle notion de périmètre du droit on va pouvoir conserver,
Est-ce qu'effectivement on aura encore toujours une plus-value? On aura a priori toujours le secret professionnel, mais on n'aura pas forcément le reste. Et donc, il faut effectivement qu'on se repose la question du périmètre du droit, de notre périmètre d'intervention. On n'est pas les seuls à faire de la consultation juridique, on n'est pas les seuls à avoir le droit de faire du droit, c'est pas mon propos, mais il n'empêche que cette notion-là de périmètre du droit, elle est évidemment essentielle également. Je voudrais terminer mon propos pour tenir les 8-10 minutes grand max, puisqu'après tout le monde va avoir faim, c'est de se dire l'intelligence artificielle, c'est aussi une notion qui doit être réfléchie. Qu'est-ce qu'on va aller faire de la donnée qu'on donne à la machine? Parce que finalement, on lui donne notre intelligence, on lui donne notre réflexion. Elle va l'utiliser pour en faire quoi? Je suis bien incapable de faire de la prospective. Mais il y a une chose qui me perturbe beaucoup dans ces notions d'intelligence artificielle, et notamment de création d'issues. C'est ce que disait mon frère tout à l'heure. On va aller chercher l'issue judiciaire. Et je trouve ça d'un triste. Vous n'imaginez même pas à quel point. Parce que aller chercher une issue judiciaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une issue judiciaire sur des choses qui existent déjà. Des choses qui, à la base, sont déjà passées. Mais notre boulot, notre travail de juriste, c'est d'aller imaginer, c'est d'aller faire évoluer les choses. Parce que sinon, c'est triste, notre métier. Et je trouve vraiment dommage qu'avec l'intelligence artificielle, on puisse finalement perdre ce que certains appellent ou appelaient l'évolution de jurisprudence, mais en tout cas, l'évolution du droit, de la réflexion pour faire évoluer les choses et les faire coller au temps. Voilà ce que je pouvais vous dire de la vision déontologie et intelligence artificielle. Merci Bruno. Moi je me suis fait piéger sur cette affaire-là parce qu'au départ, effectivement, le sujet de la déontologie de l'ordre des architectes, ça me paraissait un sujet que je pouvais un petit peu comprendre, un petit peu maîtriser. Cependant, avec le mot IA, déjà c'était un peu plus compliqué. Puis après, avec Bruno Cariou, on s'est rencontrés. Et puis, il m'a parlé de la barothèque qui était mise en place pour tous les avocats. Hein, et je me suis aperçu dans ces cas-là que l'ordre des architectes en était à l'âge de pierre. Donc, si Maître Sibert veut nous rejoindre, on l'accueillera vraiment, parce que je pense qu'on est à peu près sur un langage sur lequel on peut se comprendre. Donc, pour ne pas être redondant non plus par rapport à tes propos, moi, je me suis principalement interrogé. J'ai également interrogé l'IA. Alors, ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir des diapos qui ne vont pas correspondre du tout à mon texte, parce qu'au final, il y a eu un petit décalage de temps, parce que j'ai tout revu hier soir, parce qu'il y a des sujets voilà. Donc, il y a l'image, c'est pas forcément la même chose, mais vous ferez bien évidemment, là, il n'y a pas le son. Donc, ce qui m'était extrêmement important, c'est de différencier deux choses. L'IA pour l'ordre des architectes d'une manière pratico-pratique, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Pourquoi ça peut être intéressant que ça nous l'apporte? Et qu'est-ce qui stratégiquement peut nous aider? Pour faire un parallélisme là, et c'est peut-être notre excuse, vous êtes 75 000 avocats, nous ne sommes que 30 000 architectes, donc c'est peut-être pour ça qu'on a ce gros décalage. Cependant, il va falloir qu'on s'y mette un peu pour pouvoir être plus performant. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de la gestion administrative, on en est toujours à une vérification manuelle, notamment des diplômes et qualifications requises, et ça, bien évidemment, ça paraît être la base. Par l'IA, on peut vérifier quasiment instantanément un certain nombre de sujets, à nous de savoir les mettre en place. Pourquoi je vous dis ça? Ça peut faire prêter à sourire, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, les architectes reconnaîtront le mot, un outil tableau qui est un peu désuet, on va dire, et je regarde Olivier Sénic du Conseil national qui sourit quand je lui dis ça, puisqu'on interpelle souvent le Conseil national par rapport à cet outil qui n'est pas du tout en phase avec notre actualité, avec notre monde, et je sais qu'Olivier, tu partages tout à fait mes propos, et on aimerait bien que ça avance vite. Donc, au-delà même de l'IA, on a quand même des outils qui sont d'une autre époque. Bien évidemment, les obligations de formation, ça va de soi. Moi, d'avoir des salariés au sein de l'institution qui passent leur temps à réinterroger des papiers d'assurance, à recevoir des courriers, maintenant c'est quand même des mails, pour partie, c'est pas non plus très satisfaisant intellectuellement, et je pense qu'elles ont aussi d'autres choses à faire. Ce qui est aussi, par contre, plus intéressant pour le consommateur, puisque vous savez bien évidemment à quoi sert l'ordre, hein, la protection principalement du consommateur, c'est des détections précoces de situations professionnelles à risque. Et là, par ce cadre-là, on protège à la fois le consommateur et on peut aider le confrère.
Et là, l'IA peut nous amener une véritable expertise extrêmement intéressante, nous permettant d'éviter à certains confrères de se mettre en marge d'assurance notamment, puisqu'on aura pu évaluer qu'il était tout le temps en retard ou qu'il avait du mal à avoir une assurance, donc d'anticiper ces sujets-là. Un autre sujet, alors là par contre que je trouve particulièrement intéressant, puisque je rappelle que je représente le CROA des Pays de la Loire, qui est un petit CROA, enfin un conseil régional d'ordre des architectes qui est de taille modeste en France, et nous n'avons que 4 salariés. Donc on a pas mal de plaintes qui nous sont déposées, et une préanalyse des dossiers, je pense, faciliterait beaucoup la vie pour que les conseillers et également les salariés puissent être plus réactifs dans les différentes demandes. Je pense aussi qu'il serait très important, parce que c'est un vrai problème de cohérence par rapport, on parlait de déontologie et de résultats peut-être de condamnation déontologique, de créer une vraie cohérence dans les plaintes. Dans les condamnations et pas forcément que dans les plaintes. Donc ça veut dire que nous, dans la rédaction de nos plaintes, à partir du moment où on va avoir une vision beaucoup plus élargie et presque automatique de tout ce qui peut se passer peut-être à l'échelle nationale, on sera plus juste parce que bien évidemment, l'Ordre des architectes en Pays de la Loire doit agir, j'imagine, de la même manière que l'Ordre des architectes en région PACA, en Occitanie ou ailleurs. Donc ça, c'est aussi rendre à nos confrères le même type de justice. Alors, le sujet qui m'intéresse là d'une manière beaucoup plus politique, c'est la manière dont on peut céder pour les décisions stratégiques. Je dis bien céder et pas de prendre les décisions, notamment avec des tableaux de bord dynamiques. On le sait, on est une profession qui s'est cherchée déjà depuis longtemps, mais qui se cherche encore plus aujourd'hui. Élise l'a rappelé tout à l'heure, les tailles d'agences sont très variables dans les moyennes. Mais on va dire qu'en Pays de la Loire, la plus petite agence, bon, c'est un minimum, c'est une personne, certes, mais je crois que la plus grosse, elle fait plus de 780 personnes. Donc les sujets, les attentes et les pratiques sont tellement diverses que le CROA a du mal à s'adapter en permanence à ces sujets-là. Donc l'IA va probablement nous donner des idées. Concernant le sujet de la formation professionnelle continue, et ça, on le sait, c'est quelque chose qui parfois peut être problématique. Là, on ne le fait pas, et on devrait proposer à tous nos confrères, puisque la formation professionnelle, comme pour les avocats, est obligatoire et est contrôlée, proposer des formations spécifiques. Mais la formation spécifique, aujourd'hui, on va avoir des données du marché. Et le rapport, et visiblement, là j'ai été parfaitement bluffé par l'IA, c'est pouvoir analyser de manière personnalisée, non pas les besoins, mais la production d'un confrère et des formations qui peuvent effectivement répondre à ces manques. Et pas uniquement sur des effets de mode, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, avec la mode qui est passagère. Donc ça c'est sujet. Et évidemment, on identifie par la même occasion les lacunes sur les compétences. Alors, un sujet qui est aussi politiquement assez séduisant, c'est d'avoir des simulations des politiques envisagées avant leur mise en œuvre. Donc ça veut dire qu'on connaît le match, le résultat du match avant de le faire. En réalité, c'est pour ne pas faire ce match-là, mais faire plutôt un match gagnant. Et on peut savoir que dans la profession, on a tellement alors on a perdu des manches ou des matchs, je ne sais pas trop parfois, mais en tout cas, sur des justes valeurs, et notamment sur l'intérêt à agir des architectes, on est tellement inquiet de l'évolution de ce monde et du non-respect peut-être de notre profession au bout des textes que cet outil nous aiderait. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus, parce que je risque de déborder sur le temps sinon. Sur la veille juridique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la détection automatique sera extrêmement important. Sur la diffusion des informations, aujourd'hui, les architectes reçoivent des mails. Bon, il y a des sites internet, il y a des chaînes YouTube, il y a des tas de sujets comme ça, mais ça part presque d'un acte volontaire pour pouvoir se servir de ces informations. Là, l'IA pourra, parce que j'ai dit tout à l'heure, en analysant les structures, la production, proposer une information qui sera qualifiée en fonction de ce que recherchent nos agences. Encore une fois, ça permet aussi de gérer sur la diversité de nos professions, qui est une véritable richesse. Ça n'a pas été dit de la même manière
par certains représentants, des fois de certains ministères, mais en tout cas, nous sommes convaincus que c'est aussi la richesse des architectes, enfin la diversité des architectes dans leurs pratiques qui font aussi la richesse de notre patrimoine de demain, et donc ça, l'IA nous aidera. Bon, pour la diffusion des informations, j'en ai parlé. Les anticipations économiques, nos confrères en ont évidemment besoin, puisqu'on sait qu'on a un certain nombre de... On va parler tout simplement de subventions aussi pour certains types de travaux qui vont influencer une pratique de l'architecture qui peut être un petit peu différente et un accompagnement de nos clients. À partir du moment où on va faire cette anticipation économique, on peut aussi répondre à ces besoins de formation, voire même flécher pour répondre à ces marchés. Encore une fois, je rappelle, sans faire du misérabilisme, que la profession d'architecte mériterait d'être mieux connue. Quelque chose, et là je crois que Maître Massé va en parler beaucoup plus largement que moi, c'est l'identité professionnelle des architectes. L'architecte a besoin d'un certain nombre de garde-fous pour protéger ses droits d'auteur. C'est presque aujourd'hui ce qui nous reste. Et là, l'IA sur les empreintes numériques pourra peut-être nous aider pour ne pas se faire spoiler par je ne sais qui d'ailleurs, à la manière d'eux, mais au final c'est pas la manière d'eux, ça peut être quasiment du copier-coller. Donc on pourrait avoir des outils numériques protégeant certaines choses avec ce fameux petit droit qui nous reste et qu'il est, à mon avis, totalement nécessaire de préserver. Et puis bon, alors la détection automatisée des similarités, ça va de soi. Un autre point qui est cher au Conseil de l'Ordre des Pays de la Loire, notamment, c'est combattre avec efficacité, je dis bien combattre, l'exercice illégal de la profession. Et là, en commençant déjà par identifier les offres de services qui empiètent sur le domaine réservé. Nous avons un monopole, comme vous. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop d'ailleurs où il est, le monopole, avec tous les impacts négatifs. Et nos confrères, à juste titre, râlent un petit peu parce qu'ils se sentent dépourvus de ce qu'il aurait réservé en échange de garanties, je rappelle. Donc, bien évidemment, détecter les usurpations du titre, ça va de soi, mais c'est un outil extrêmement technique. Et puis également, un sujet extrêmement important que peut nous aider l'IA, c'est valoriser l'expertise architecturale sur le base d'un comparatif. Parce que jusque-là, on aura beau dire ce qu'on veut à nos maîtres d'ouvrage, que ce soit public ou privé, bon, un bâtiment ressemble à l'autre, ça répond à l'usage. Mais à partir du moment qu'on aura à notre disposition un outil puissant, on va vraiment beaucoup plus travailler sur la plus-value de la création architecturale, de la maîtrise, de l'exécution de la création architecturale, ce qu'on oublie beaucoup trop, parce que quelque part, on ne va catégoriser que des images qui peuvent être certes séduisantes, mais en réalité, la finalité de nos clients, c'est pas d'habiter une image, c'est d'habiter un lieu, et à la limite de pouvoir y vivre sereinement, sans trop de fuite ou sans trop de problèmes. Donc ça, c'est, je crois, aussi des vrais problèmes sur la pérennité des ouvrages et nous aider. L'influence de la profession, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est également d'analyser les positions des partenaires institutionnels. Nos institutions, hein, il y a 300 conseillers en France, et on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps de pouvoir en permanence analyser, alors que ce soit des partenaires du bâtiment, mais également, on va dire, des partenaires ou politiques, à tout échelon. On n'a pas le temps, notre institution n'est pas en capacité de le faire, et avec nos moyens, on ne pourra jamais le faire. Donc cet outil-là sera probablement, à mon avis, un outil, ça ne restera là. Je vais, je crois, conclure sur les risques. Alors parce que si vous tapez sur, moi j'ai pas pris ChatGPT, j'avais pris Claude, quand j'avais dit avantages et risques, alors avantages, j'avais une liste incroyable, j'avais une 40aine de pages d'avantages pour l'institution ordinale, et dans les risques et les éléments négatifs, il y avait 2 pages. Donc on sentait quand même que l'outil, on en parlait tout à l'heure, il y a un petit peu orienté. D'ailleurs sur les risques écologiques, j'en ferai que 2 mots. Bon, en gros, grâce à l'IA, toute l'énergie qu'on va dépenser et la consommation d'énergie sera compensée parce qu'on mettra quelques panneaux photovoltaïques sur les gros centers, etc. Donc c'est assez drôle, hein, la manière dont les choses sont aussi orientées. Donc faut garder notre capacité de jugement indépendant. Donc les vrais risques aussi, c'est la complexité économique et opérationnelle, et notamment les coûts d'investissements initiaux, on oublie de les citer trop souvent, les coûts récurrents.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des tas d'abonnements, alors déjà dans nos logiciels de base de dessin, mais également nos abonnements Internet. On va se rendre compte que l'IA, c'est pas gratuit, hein. Si on veut quelque chose de performant, c'est une multitude de licences dont on va être complètement dépendant, vraiment le mot dépendance, et sur lequel la gestion des coûts, notamment la tarification, ne peut évoluer, et on sera obligé de suivre, puisque sinon ça sera tout notre outil de travail qui sera complètement obsolète, et on risque à la fois de même plus pouvoir accéder à des données anciennes. Donc c'est véritablement, ça c'est le point qui est très très négatif. Et puis la sécurité des données. La sécurité des données, ça a été un petit peu évoqué, c'est aussi des points d'attaque sur les cyberattaques. On a vu ça de manière assez géopolitique avec des enjeux stratégiques, on a vu des hôpitaux, etc. Mais au final, à partir du moment où on multiplie ces voies d'accès avec des partenaires, je mets bien les guillemets à partenaires qui sont je ne sais où et qui sont dirigés par je ne sais qui, on a des points d'attaque, de cyberattaques qui peuvent aller jusqu'à nos données bancaires, et ça se voit beaucoup. On en parlait hier d'ailleurs avec Michel Klein sur les validations des situations d'entreprise dont on a la responsabilité. Donc c'est un vrai sujet. Et en plus des cyberattaques, bon, on a vu une cyberattaque, on dit bah, ça y est, on va nettoyer l'affaire. Eh ben, on va complexifier la détection de la cyberattaque, c'est-à-dire que même que le pansement ou la manière dont on va pouvoir soigner ces accès vont être d'autant plus compliqués. Il y a un autre sujet aussi au niveau ordinal qui nous préoccupe, c'est aussi d'être en conformité avec nos cadres réglementaires. On est garant de nos cadres réglementaires, la RGPD et tous ces sujets-là. Quelque part, à partir du moment où on commence à se connecter un peu plus largement, comment va-t-on pouvoir le garantir? C'est aussi des interrogations, donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et puis, la réputation institutionnelle, avec ce que je vous ai dit. Si nos confrères s'aperçoivent que toutes les données qu'ils nous ont données, évidemment, qui sont pour la plupart obligatoires, j'entends les déclarations de permis de construire, les attestations d'assurance, eh bien, on se les fait attraper par je ne sais qui, ils vont douter sur notre capacité à protéger les données. Donc ça aussi, il faut à mon avis, les intégrer. Je ne vais pas trop développer sur la conception assistée par l'IA, puisque vous allez en parler. Maintenant, je vais aussi revenir sur la fracture numérique au sein de la profession. On l'a vu tout à l'heure dans la salle, il y a eu quelques professions, notamment quelques questions sur le prompt. Eh bien, l'Ordre des architectes, au-delà de sa mission de service public, c'est une institution qui rassemble, et qui doit rassembler toutes les pratiques, mais également les générations. Et peut-être que les générations plus anciennes nourrissent largement les générations les plus jeunes. Donc il faut qu'on soit... J'ai coupé complètement mes slides avant. Alors je pense qu'effectivement tu les as loupés. Ouais, voilà. Non, j'aime bien celle-ci. Voilà, j'aimais bien celle-ci. Donc, d'une part, on a parlé tout à l'heure, mais c'est pour ça que je ne reprends pas les propos d'Élise, sur la stratification technologique des cabinets, avec évidemment des cabinets qui seront totalement... Et effectivement, l'agence hollandaise qui nous a présenté ses projets, là on est tous baba sur le sujet, mais tout le monde ne peut pas répondre de cette manière-là à ces ouvrages-là. Donc nous, on doit faire en sorte que chaque architecte inscrit à l'ordre puisse essayer de vivre dignement de ce métier. Donc il ne faut pas qu'il y ait ces disparités. Donc on va travailler sur la disparité d'accès à la formation. Mais on veut aussi faire attention à ces tensions intergénérationnelles. Les deux images entre Le Corbusier et donc une consoeur avec la maquette virtuelle, c'est assez intéressant de voir qu'on peut accentuer cette choc de génération, mais aussi pour les nouvelles générations, parce qu'ils peuvent se dire qu'on est aussi un frein à cette modernité. Donc il va falloir qu'on travaille au sein de l'institution pour recréer cette culture. Et j'en termine là. L'intégration stratégique et éthique de l'EA au sein de l'Ordre des architectes, versus 3 Pays de la Loire, ne pourra pas remplacer pour nous le rôle fondamental de l'Ordre des architectes qui associe bien évidemment les compétences des 324 conseillers et celles des 129 salariés. Mais à notre avis, ça sera un outil puissant qui devra renforcer son efficacité, pas la modifier, la renforcer. Et en tout cas, la transformation technologique reposera sur la capacité de notre ordre à développer une approche équilibrée, et j'aime bien le mot équilibré, combinant ouverture à l'innovation, vigilance éthique,
célérité d'adaptation et profondeur de réflexion. La vraie question pour l'ordre des architectes, c'est pas savoir si l'ordre doit intégrer l'IA, mais comment il peut le faire, et j'aime bien aussi ces mots, avec humanité et en respect des valeurs fondamentales de la profession qu'une fin en soi, que l'ordre pourra garantir la pérennité et la pertinence de la profession d'architecte dans un monde, évidemment, en rapide évolution technologique. Je vous remercie. Merci, bonjour. Je vais conclure et être efficace pour vous parler d'IA, déontologie et droit d'auteur. Moi, aujourd'hui, je suis avocat et j'interviens principalement en propriété intellectuelle et droit du numérique, et donc c'est sous cette casquette-là que je vais aborder ce sujet. Rapidement, un premier prérequis, cours de droit d'auteur en 20 secondes. Chaque créateur dispose d'un droit d'auteur sur sa création, sur son œuvre, dès lors que celle-ci est originale. Et donc que la création porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc que ce soit un architecte ou que ce soit un avocat, c'est extrêmement important de bien comprendre ça, et on le verra aussi tout à l'heure pourquoi. Donc c'est-à-dire que pour chaque plan, chaque croquis, ils sont protégés par le droit d'auteur, chaque écrit, acte juridique, un article de blog, un post LinkedIn est protégeable en soi par du droit d'auteur. Des conclusions, même une décision de justice. Dans quelle mesure le greffier peut avoir des droits d'auteur sur la décision de justice, qui pose aussi des questions de communication. La question se pose notamment maintenant de plus en plus, on nous demande de transmettre nos conclusions dans un format PDF pour que les greffiers puissent les reprendre. Ça reste une reproduction partielle d'une œuvre et il faudrait avoir l'autorisation explicite de son auteur. C'est encore d'autres sujets, mais finalement ce n'est pas totalement anodin, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les œuvres qui sont accessibles publiquement peuvent être réutilisées par les fournisseurs d'intelligence artificielle comme base d'entraînement. Toutes les œuvres accessibles publiquement peuvent faire l'objet peuvent être utilisées comme base d'entraînement pour les systèmes d'intelligence artificielle. Donc il faut bien l'intégrer. C'est-à-dire tout ce qui est accessible publiquement, eh bien, ça peut être tous les articles de blog, tous les posts LinkedIn, les décisions de justice, ça peut être tout le moindre visuel d'un bâtiment qui va être reproduit sur un site web. Ça peut être, par principe, réutilisé légalement par un SIA. Donc ça, il faut bien comprendre. C'est depuis 2021 qu'on a cette exception au droit d'auteur. Le loi prévoit cette exception au droit d'auteur. On peut reproduire ces œuvres sans l'autorisation de l'auteur. Donc il faut bien comprendre ça. Il existe un mécanisme de l'opt-out. C'est-à-dire qu'il faut avoir un comportement positif pour dire non, non, moi, mes créations, je ne veux pas qu'elles servent comme base d'entraînement d'un SIA. Mais il faut avoir une action positive. C'est le mécanisme de l'opt-out. Alors comment on fait concrètement le mécanisme de l'opt-out? Par exemple, ça va être intégrer une mention dans vos conditions générales d'utilisation sur votre site web en disant attention, tout ce qui est sur mon site web, ça ne peut pas être utilisé par un robot d'entraînement. Plus concrètement et plus efficacement, en général, on va intégrer des métadonnées dans une image, dans un texte ou au début d'un site web pour informer les robots d'entraînement en disant attention, vous n'avez pas le droit d'aller utiliser les données qui sont sur ce site web. Donc c'est quelque chose, à mon sens, d'extrêmement important si on veut préserver ces droits d'auteur, en tout cas d'exercer cette opt-out pour l'entraînement des IA. Aujourd'hui, là, par exemple, toutes les sociétés de gestion collective, type la SACEM, ont formulé ces options d'opt-out. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SIA ne peuvent plus, en théorie juridiquement, s'entraîner sur ces bases de données. Il y a une autre problématique, savoir ce qui a déjà été fait et est-ce que véritablement cette opt-out est respectée. Ça, c'est un autre problème lors du contentieux. Mais en tout cas, si vous voulez préserver déjà vos droits de propriété intellectuelle en lien avec vos créations, il peut être opportun de mettre en œuvre et d'exercer votre opt-out. Donc les SIA sont entraînés sur la base des données qui sont publiques, et donc ensuite il peut y avoir n'importe quel usage. Vous pouvez utiliser n'importe quel SIA pour créer, pour vous inspirer sur la base de prompts, de ce qu'on a pu voir. Mais la première obligation justement d'un avocat, d'un architecte qui va utiliser un système d'IA sera de vérifier la légalité du SIA justement. Ce sera de vérifier que le SIA respecte bien cette obligation liée aux données d'entraînement et que cet SIA est parfaitement conforme. Donc il y a première obligation d'aller vérifier notamment la documentation qui peut être fournie, qui en général est fournie par
les systèmes d'intelligence artificielle. D'autant plus que maintenant le règlement relatif à l'intelligence artificielle qui existe depuis l'année dernière, notamment à compter du 2 août prochain, prévoit l'obligation pour les fournisseurs de modèles d'IA de mettre en place des documents d'information pour expliquer comment les modèles d'IA ont été entraînés. Donc c'est extrêmement important de s'informer, de lire les conditions générales d'utilisation, toutes les petites lignes, avant d'utiliser un SIA pour comprendre la méthodologie d'entraînement et les données d'entraînement. Et ça notamment afin de s'assurer, si on utilise un SIA pour créer, pour s'inspirer d'un visuel, de plans, pour rédiger des conclusions, une lettre de mise en demeure, s'assurer que le résultat fourni ne soit pas une imitation, donc de la contrefaçon, de la production d'un confrère ou d'une consoeur. Puisque ça reste, s'il s'avère que le résultat est une imitation du résultat d'un confrère ou d'un consoeur, c'est une contrefaçon. La contrefaçon, c'est notamment un délit pénal qui a cette fâcheuse tendance à être un délit intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'éléments intentionnels. C'est objectif, si c'est une reproduction, c'est de la contrefaçon et 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. On n'arrive jamais à ça, mais c'est le code pénal, c'est ce que prévoit le code pénal pour la contrefaçon. Donc premier usage et première vigilance, vérifier les documents sur le SIA. Deuxième type d'usage, c'est on va vouloir utiliser un SIA par exemple pour modifier la création d'un confrère ou d'une consoeur. Et donc on va mettre le travail d'un confrère ou d'une consoeur, des conclusions, un écrit, un plan, ce que vous voulez, dans un SIA. Ça, c'est interdit et c'est de la contrefaçon. Et donc là aussi, c'est de la contrefaçon et c'est également un manquement déontologique. Et donc vous pourrez être sanctionné également par votre ordre. La question n'est pas anodine, notamment alors, pour les avocats, où on pourrait être tenté, certains confrères pourraient être tentés de mettre des conclusions adverses dans un outil des SIA, et puis pour interroger le SIA, en nous demandant est-ce que tu peux me trouver les arguments que je pourrais opposer, où il y a peut-être des contradictions dans certaines pages entre certains arguments, ou est-ce que tu peux me développer des idées pour contrer les arguments développés. On peut imaginer, pourquoi pas, en soi. Mais là, ça pose aussi un problème, parce que ça veut dire que des conclusions protégés par le droit d'auteur vont être mis à disposition d'un SIA et donc c'est une reproduction d'une œuvre et donc c'est de la contrefaçon et c'est interdit. Donc ça, aujourd'hui au point de vue du droit d'auteur, ce ne serait pas possible d'avoir ce type de pratique. Ça pourrait être même quelque chose qui pourrait être concrètement codifié dans un règlement intérieur d'une profession pour interdire ce type d'usage. Outre, bien sûr, je passe les questions de données personnelles qui peuvent être de secret, bien sûr. Mais on peut toujours anonymiser, et en tout cas, ça c'est quelque chose de totalement interdit. Troisième type d'usage, c'est la question de... Alors, on a pu l'évoquer rapidement, c'est en tant qu'outil de contrôle, utiliser les SIA pour contrôler tel type de création, et justement de vérifier que tel visuel, tel plan ou telle conclusion ne sont pas justement la reproduction de travail de confrères. C'est tout à fait aussi possible, je passe rapidement là-dessus, là aussi il faudrait s'assurer que l'ordre ait bien le droit de reproduire les œuvres des conclusions, des décisions de justice ou des visuels des plans. Parce que là aussi, il y a une reproduction d'une œuvre et qu'aujourd'hui légalement ce ne serait pas possible. Donc il faudrait aussi prévoir une exception pour que, par exemple dans un règlement intérieur, pour que l'ordre ait l'autorisation de reproduire des conclusions ou des visuels des membres de l'ordre dans le cadre de son contrôle. Et tant que ce n'est pas prévu, c'est une reproduction et c'est interdit. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être réfléchies. Donc, différents types d'usages. On utilise un SIA, on vérifie qu'il est licite, on a des résultats. Première question, c'est la question du droit d'auteur, des résultats générés. Est-ce que le résultat généré sera protégeable par du droit d'auteur? On a pu voir différents éléments tout à l'heure. Alors, l'exemple d'une lettre de mise en demeure, est-ce qu'elle va être protégeable par le droit d'auteur? Ou on va demander la création d'un plan ou d'un visuel sur la base d'un plan. On n'a pas de réponse aujourd'hui certaine, mais ma réponse et la réponse majoritaire, c'est de dire que non, il n'y a pas de droit d'auteur sur le résultat généré par un SIA. Dès lors que le SIA n'a pas permis de porter l'empreinte de la personnalité du prompteur.
Donc par principe, à mon sens, il faut imaginer qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur le résultat généré par un SIA. S'il n'y a pas de droit d'auteur, ça veut dire que le résultat peut circuler librement. Ça veut dire que si notamment si vous avez pu le commercialiser à un client, eh bien vous n'avez aucune protection et donc il peut circuler librement. C'est extrêmement important sur ça. Tout à l'heure, on voyait l'exemple pour un architecte, vous avez un croquis et puis l'IA effectivement permet de le mettre en 3 dimensions, d'avoir un visuel et c'est extrêmement intéressant et ça peut être tout à fait notamment intéressant pour un client de visualiser concrètement. Alors les droits d'auteur sur le croquis, bien sûr, évidemment, mais le droit d'auteur sur le visuel qui va être fourni, non. Aujourd'hui, la réponse est non. Il n'y a pas d'originalité et donc il n'y a pas de droit d'auteur sur le résultat fourni. Donc ça, il faut en avoir conscience. Tout ça est très prospectif, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de décision. La question, j'en discutais tout à l'heure rapidement, peut-être que la multiplication des prompts et la multiplication des demandes d'ajustement sur une image, par exemple. On a un prompt, on a une image qui est générée, et ensuite on rajoute une quinzaine, une vingtaine de pressions. Ah, est-ce que tu peux mettre un peu plus de lumière? Ou tiens, est-ce que tu peux changer le bleu en rouge? Peut-être que la multiplication de ces prompts pour affiner l'image permettrait de retrouver la personnalité de l'auteur, du créateur, et donc qu'on ait un résultat final qui soit protégé par le droit d'auteur. Peut-être, ce sera du cas par cas. Mais par principe, ayez en tête que potentiellement il n'y a pas de droit d'auteur sur les résultats générés par un SIA. Et puis la deuxième grande question sur les résultats, eh bien, c'est la question de la transparence. On rattache un peu le sujet de la déontologie. Sur la transparence vis-à-vis des clients. Quelle transparence? Alors aujourd'hui, effectivement, avant d'être une question déontologique, c'était davantage une question éthique, c'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, dans quelle mesure est-ce que vous voulez être totalement transparent vis-à-vis des clients? Donc c'est plus une sorte d'éthique individuelle, savoir dans quelle mesure je le dis à mes clients en fonction de mes valeurs, en fonction de... Finalement, je l'ai utilisé uniquement pour avoir une petite inspiration et après j'ai tout remodifié derrière, donc j'ai tout écrit, donc finalement, éthiquement, je n'ai pas besoin de communiquer. Mais ça, c'est presque une éthique individuelle et donc c'est à chacun de se positionner. Ensuite, il y a la question déontologique, dans quelle mesure la déontologie de l'un ou de l'autre d'un ordre peut vous imposer d'être transparent. Effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'ordre des architectes, j'ai rien vu qui impose cette transparence. Pour les avocats, je pense que le devoir de loyauté peut-être imposerait cette transparence, cette information, dès lors que, je pense que la subtilité, c'est dès lors que si le résultat est totalement généré par le SIA, oui, il faudra avoir cette transparence au titre de ce devoir. Mais s'il y a une modification assez importante, alors aujourd'hui, il n'y aura pas forcément cette obligation d'information. En tout cas, aujourd'hui, ça n'existerait pas, notamment dans le règlement intérieur. Donc, peut-être qu'il faut faire évoluer, avoir une réflexion en ce sens. Mais aujourd'hui, ça ne serait pas le cas. De toute façon, on a un troisième point pour terminer, c'est un aspect légal, au-delà de la déontologie également, c'est qu'on a ce règlement intérieur, ce règlement sur l'intelligence artificielle, le RIA, qui est en œuvre depuis l'été dernier, qui va imposer, alors à compter de 2026, on a encore un petit peu de temps, mais que tous les résultats générés par une IA soient indiqués comme tels. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez un résultat qui est généré par une IA et qui est communiqué à un individu, à une personne, eh bien on doit indiquer que le résultat est généré par une IA. Donc il y a cette obligation d'information qui est mise en place, à compter du 2 août 2026 précisément, étant précisé qu'on n'a pas encore là aussi d'informations, savoir si notamment vous avez des écrits, une lettre de mise en demeure, des conclusions qui ont été modifiées, et puis jusqu'où va porter cette obligation d'information. Donc elle existera, mais on n'a pas encore de détails sur la portée de cette obligation d'information. Mais elle existera. Donc voilà, pour conclure sur cette question un peu large de droit d'auteur, il y a déontologie. Je pense qu'il y a 3 points d'attention, sur des questions déontologiques. C'est d'abord vérifier que le SIA utilisé est licite pour éviter d'avoir à reproduire des conclusions ou du travail de confrères. Deuxièmement, ne pas intégrer le travail de confrères dans une SIA, d'autant plus pour ne pas alimenter. Si demain vous mettez des conclusions sur ChatGPT, eh bien vous allez alimenter ChatGPT avec les conclusions adverses. Donc non seulement vous, à titre individuel, c'est... Comment? Qui sont potentiellement défavorables à la tête que vous voulez. Oui, complètement. Mais en tout cas, il faut pas le faire ça. Et ça peut être une question aussi d'intégrer dans un règlement intérieur, d'interdire expressément l'intégration de ces conclusions sur ça. Et
certains confrères le font justement, on communiquait des conclusions sous des PDF protégés qui interdisent par exemple du copier-coller. Donc avec des métadonnées qui pourront interdire du coup, le fait de les intégrer dans des SIA. Donc, cette deuxième question déontologique, et puis la troisième, eh bien, c'est la question de la transparence des clients. Donc voilà les 3 éléments sur droit d'auteur, IA et déontologie. Je vous remercie. Merci à vous 3 sur ces aspects de déontologie. Quelques minutes courtes de questions qui peuvent porter sur tout ce qu'on a fait d'ailleurs depuis ce matin. Si dans la salle, avant d'aller déjeuner, il y a des questions sur les premières interventions et puis évidemment sur celle-ci aussi ou sur les présentations qui ont été faites. Oh oui. On va vous passer un micro. Oui. 1, 2. Bon, vous avez de l'organe. Oui, alors, c'est d'abord une remarque. Il a été dit que l'IA ne peut fonctionner que par l'accumulation des données, mais c'est exactement la même chose pour le cerveau humain. La formation du cerveau ne peut fonctionner que par l'accumulation de milliards de données. C'est ce qui fait son intelligence. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose que l'IA ne peut pas apporter, c'est l'écoute et le dialogue avec le client, et évidemment les conclusions qu'on peut en tirer. Bon, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je laisse la parole à d'autres. Je voulais juste rebondir par rapport à la question des droits on voit bien l'état d'esprit, mais en même temps, techniquement parlant, comme tout ce qui concerne le numérique, on voit bien que c'est encore d'actualité aujourd'hui, puisque les restrictions sur les sites pornographiques, et ça a généré, j'ai lu ça, 1100 inscriptions supplémentaires, 1100% d'inscriptions supplémentaires au VPN. En fait, donc d'avoir mis un bouchon d'un côté, ça a créé une inondation de l'autre côté. Mais là, c'est plutôt pour dire comment réussir à distinguer. Évidemment, on voit bien dans un système pur où les choses sont définies, droits, etc. Évidemment. Dans la réalité des choses, même par rapport aux images, une image peut exister en elle-même, elle peut être prise dans un contexte. Et on sait que les IA vont récupérer aussi des images prises dans un contexte, par exemple une couverture de livre. Une couverture de livre va représenter un bâtiment, et ce bâtiment n'est pas pris en tant que bâtiment, mais en tant que couverture, et en même temps va être post-traité. Donc l'objet même, et on sait que des auteurs, d'ailleurs quand on écrit un livre, parfois on utilise l'image d'une image pour pouvoir payer moins cher de droits d'auteur quand on est soumis à ces questions-là. Il est moins cher d'utiliser la couverture d'un livre de la Tour Eiffel que d'aller prendre une photo de la Tour Eiffel et payer des choses. Enfin, je ne sais pas si la Tour Eiffel est un bon exemple, mais il y a des bâtiments nouvelles qui sont concernés. Voilà, donc on a ces distinctions-là. On sait aussi que par rapport aux objets de base post-traités, il y a un article intéressant qui a été écrit là-dessus justement par rapport aux droits d'auteur. En fait, la matière première d'origine, elle est, on l'a évoqué, complètement démontée et n'a plus de lien du tout. C'est-à-dire ce qui est arrivé après, ce qui est traité dans l'espace latent, n'a plus du tout de lien avec sa source. Donc à partir de là, la ressortie, on ne peut pas la retracer par rapport à sa source, et effectivement là ça pose un... De toute façon, mais si on n'arrive pas à la retracer, en tout cas, moi si je raisonne en termes de contrefaçon, si on n'arrive pas à la retracer et donc on ne reproduit pas les traits caractéristiques de la création première, de toute façon il n'y a pas de contrefaçon, oui, c'est ça. Il y a une possibilité. Mais c'est pour ça que la question centrale, je pense, c'est juste vraiment sur les données d'entraînement en fait. De faire en sorte que sa création ne vienne pas dans les données d'entraînement. Oui. Une fois que c'est dans la machine, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Et après, effectivement, il suffit d'une modification mineure de toute façon de ce qui est sorti pour que ce ne soit plus une sortie directe d'IA. Donc
en changeant un terme, et on l'a bien vu au départ, enfin la première année, en l'an 1 de l'ANIA, quand les étudiants nous sortaient des devoirs faits avec l'IA, on avait des petits logiciels pour vérifier si c'était fait ou pas, mais on voyait très bien qu'il suffisait de changer un ou deux termes pour que ça échappe au radar. Et puis, donc de la même façon, on sait qu'une petite modification, de toute façon, modifiera les choses. Donc ça donne des niveaux de complexité qui, effectivement, à la base, obligent à être transparents sur la méthodologie que l'on utilise et la façon dont... parce que quand ce sera... Pour l'instant, on est sur des objets qui sont éminemment visibles. On sait très bien que dans 1 an, dans 2 ans, tout cette IA sera invisible, parce qu'elle sera intégrée à l'ensemble de nos instruments que nous avons. Et ce traçage sera encore plus difficile à faire. Et je pense aussi ce sera extrêmement difficile, et c'est aussi pour ça que c'est tout l'intérêt de prendre cette question-là sous l'angle de la déontologie. C'est-à-dire que c'est aussi la question du respect des confrères, en fait. Certes, ce sera impossible d'arriver à prouver qu'un tel a reproduit un tel autre. Mais c'est une question d'appartenance à un ordre, et puis de respect des confrères, et donc de... Alors oui, il y en a toujours qui ne vont pas respecter, même si on n'a pas à dire du mal avec confrères. Mais la résolution au point de vue de la déontologie me paraît une bonne solution. Oui, et pour répondre à ta question, justement, je rebondis sur le côté déontologique. Dans les solutions qu'on va apporter, c'est l'élaboration d'une charte éthique. Et ça, nous, l'ordre, c'est son boulot, en fin de compte, de faire une charte éthique qui serait intégrée à notre code de déontologie. Bon, on sait qu'aujourd'hui, ça met un certain temps de faire des modifications, mais cependant, il va falloir un petit peu se dépêcher. Ça vaut effectivement pour ceux qui s'y engagent, mais à partir du moment où c'est intégré au code de déontologie, en tout cas dans nos relations de confraternité, on sera obligé de l'appliquer. Après, ceux qui dérogent, il y a des moyens qui seront employés. Ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que cette charte éthique, elle ne sera applicable qu'au niveau déontologique et pas au niveau judiciaire encore. Et c'est là la grosse difficulté. Mais nous, au niveau de l'institution ordinale, il faut qu'on travaille tout de suite maintenant, ou depuis hier en tout cas, sur ce sujet-là, parce qu'on peut déjà y apporter des réponses. On a exactement la même chose côté avocat, parce que ce que tout à l'heure, notre Conseil national des barreaux a mis en place une réflexion, et c'est le point 25, intégrer une charte sur l'intelligence artificielle dans le règlement intérieur national. Donc, avec ce filtre déontologique qui va permettre effectivement d'avoir des moyens de contrôle, éventuellement de sanctions, mais d'abord des moyens de contrôle. Et donc, s'il y a du contrôle, évidemment que cela va peut-être calmer quelques ardeurs. En tout cas, on peut l'espérer. Ou pas. Ce qui aurait existé de toute façon. Exactement. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a des imitations de vitesse qu'il n'y a pas d'excès. Une dernière question. Oui, une question peut-être pour ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on entendra cet après-midi. Il a été dit souvent, et je partage ça, que l'IA est un assistant, supra-assistant. On utilise dans nos cabinets ou agences des assistants, des collaborateurs. Est-ce que nos responsabilités à nous sont différentes avec un assistant IA qu'un collaborateur humain? Au bout du compte, c'est nous qui prenons la responsabilité de diffuser quelque chose, fait par une machine et ou un humain, donc nous sommes responsables. Est-ce que c'est plus compliqué que ça en fait? Non, pour moi, ce sera exactement ce sera la même chose en fait. Effectivement, ce sera cet après-midi où on parlera à responsabilité. Mais oui, non, bien sûr, c'est la personne qui va communiquer le document qui sera responsable. C'est lui qui prend pour les autres. Donc c'est à lui de contrôler et de vérifier la totalité. Et c'est celui qui signe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on cherche à rappeler aux confrères. Vous êtes responsable, vous, nominativement, quelles que soient les collaborations que vous avez eues. Et c'est d'autant plus vrai qu'on exerce des professions réglementées. Donc c'est bien pour ça. Merci à toutes et à tous. Il est temps de faire notre pause méridienne. On se retrouve à 14h précise.